Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre aventure de la découverte du JavaScript. Aujourd'hui on s'attaque au Async Await, une approche intéressante qui va nous permettre de simplifier l'exécution de notre code. Pour ce faire, il faut être à l'aise avec les promesses. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à une des précédentes vidéos qui traite sur le sujet. Sinon, on est parti. Alors nous avons ici une promesse qui va nous retourner un résultat au bout de 1 seconde 2, ainsi que deux fonctions synchrones, donc respectivement le start et le end, qui vont simplement faire des logs. On pourrait très bien imaginer dans chacune de ces fonctions faire l'initialisation de l'utilisateur, initialiser le local storage, le vider à la fin de l'exécution de notre script. Mais ces deux fonctions vont nous permettre d'identifier à quel moment on se trouve lors de l'exécution de notre code. Tout va se passer ici, dans cette fonction résolution qu'on appelle directement là. Alors afin que vous puissiez voir l'exécution de ce code plus simplement, on va ouvrir une ligne de commande et on va utiliser nodemon sur notre fichier app.js pour l'exécuter et le relancer à chaque fois que j'effectue une sauvegarde. Donc on est parti, on enregistre, nodemon s'exécute, on va baisser ça un petit peu, hop, et on va écrire nos premières lignes de code. Donc comme je vous l'ai dit, tout va se passer dans résolution. Ce qu'on voudrait effectuer, c'est déjà appeler notre méthode start. Notre script se lance, j'enregistre, et on voit que notre start s'exécute correctement. Très bien. À présent, on veut traiter le retour de cette promesse-là. Donc ça, on l'avait déjà vu dans la vidéo sur les promesses, mais globalement, à chaque fois qu'une promesse est exécutée, on va attendre son retour. Donc on va avoir un résultat. Ça va être une fonction dans laquelle on va lui mettre, hop, j'ai mon résultat. Ok, donc jusqu'ici, hop, tout va bien, j'enregistre, j'attends 1 seconde et j'ai bien mon retour. Très bien. À présent, imaginons qu'on veuille exécuter notre fonction end juste après la promesse. Donc dans notre cas, et c'est là que ça va être intéressant, on va voir ce qui se passe, on enregistre, et on voit que le end s'est exécuté avant le to-do. En effet, cette fonction est synchrone, le start et le end également. Par contre, notre promesse doit attendre d'être résolue pour effectuer ce qui se passe dans cette fonction-là. Donc globalement, notre retour s'effectue au bout de 1 seconde 2. Donc c'est ce qui se passe ici. Notre fonction ne s'arrête pas, elle continue son exécution jusqu'à temps que la promesse ou les promesses soient résolues. Donc si on veut rester logique, il faudrait effectuer notre end hop, dans notre retour du zen. Donc on enregistre, on regarde ce qui se passe, le start, on a bien notre retour, notre résultat, et notre end. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai une erreur? Si au lieu d'un resolve, hop, ma fonction, donc ma promesse échoue, j'enregistre, on regarde ce qui se passe, et hop, et je me retrouve avec une erreur qui n'a pas été catchée. Donc là, on a déjà vu également, il faudrait faire un catch pour lui dire erreur, je vais passer dans cette fonction-là, et tu vas me faire directement un log de erreur. J'en profite également pour lui dire, ben, maintenant je veux faire le end, et le résultat est le même. Donc on a un start, on a l'échec, et le end. Tout s'exécute dans l'ordre, et tout est bon. Alors là, on peut déjà identifier deux choses. Déjà, la première, c'est la répétition. Donc on se répète pour effectuer le end. On doit constamment rappeler le end à chaque fois qu'il y a une exécution qui s'est effectuée. Mais que si on avait potentiellement plusieurs promesses à résoudre, eh ben, ces promesses-là, avec leur retour et leur traitement, devraient s'effectuer, hop, au sein même de notre promesse. Et c'est là qu'on commence à comprendre que ça va vite être compliqué de faire tous ces traitements-là imbriqués les uns dans les autres. Alors, on possède déjà une solution concernant la répétition. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est lui dire que finally, parce que c'est une fonction qui existe, avec les promesses, donc celle-ci ne prend pas de paramètres et s'exécute lorsque tout a été fait. On peut lui dire que, hop, on lui passerait notre end juste à ce moment-là. Voilà, ça nous permettrait de résoudre le petit souci de répétition et de lui dire, ben, en cas de résolution, on fait ça, en cas d'échec, on fait ça, et puis quoi qu'il arrive, à la fin, on fait ça. Donc là, on a résolu notre problème de répétition, mais comme je vous le disais,
La répétition du code va de toute façon se faire si on a à peu près le même process à effectuer ici. Et c'est là qu'entrent en jeu les async await. Alors on va simplement revenir commenter le reject. On va commenter également l'exécution de cette promesse-là. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est revenir dans la configuration initiale, c'est-à-dire on veut exécuter le start et le end dans cette fonction-là, mais attendre que la promesse soit résolue. Pour ce faire, on utilise le mot-clé await, qui nous permet de dire à notre fonction attends que cette promesse-là soit résolue. Donc là, j'enregistre. Et je me retrouve avec une erreur. Celle-ci nous dit, await, c'est uniquement utilisable dans une fonction asynchrone. Dans l'état actuel, la fonction est déclarée comme étant synchrone. Il faut simplement déclarer que notre fonction est asynchrone. Et ceci nous permet d'utiliser le mot-clé await. Donc on enregistre. On voit que le start s'est exécuté. On voit que le n a attendu. Donc je vais vous le refaire. Hop. Une seconde 2 avant d'exécuter le n. Et là, hop, si j'enlève ça, et à présent, on est apte à dire, je voudrais exécuter toutes ces promesses-là avant d'exécuter la méthode end. Donc on voit que c'est beaucoup plus simple, mais il y a un cas qu'on n'a pas encore géré, c'est le cas d'erreur. Donc là, on va revenir ici, on va lui dire, finalement, tu rentres, tu fais un reject directement d'erreur. Donc notre promesse va nous retourner une erreur. On enregistre, on va peut-être mettre qu'une seule afin que ce soit plus clair. J'enregistre, et là, même cas que tout à l'heure, on tombe sur effectivement un échec, mais on voit que cette erreur n'a pas été attrapée. Plus de then ou de catch, ici. Ce qu'il faut faire, c'est simplement utiliser un try catch. Donc try, essaye de faire ceci. D'accord? Sinon, on va afficher l'erreur. Donc j'enregistre. Et effectivement, on n'a plus de problème d'erreur non attrapée. L'exécution de notre code, on se retrouve avec une exécution normale de notre code. Et ce, qu'il y ait eu un bon fonctionnement ou qu'il y ait eu une erreur. Donc on voit également que le start et le end n'ont pas bougé et que cette fonction s'est bien déroulée sans problème. L'avantage ici avec le try catch, c'est que si on avait une deuxième promesse et que celle-ci nous renverrait soit une résolution soit un échec, qu'on lui dise qu'il faut attendre également que la promesse 2 soit exécutée, qu'on enregistre et on regarde ce qui se passe. Donc là, la première est en échec. On va partir sur une résolution pour lui dire que celle-ci a bien été exécutée. J'enregistre. Une seconde 2 s'est déroulée. La première fois, pour la promesse 1. La promesse 2 est exécutée et on tombe sur une erreur. Donc on est bien tombé sur le reject ici. Et on voit que le code ici n'a pas bougé. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est de déclarer qu'on veut attendre que cette promesse-là soit résolue, ainsi que celle-ci. Donc dernier cas avant de nous quitter, ça va être la possibilité de récupérer les valeurs qui nous sont transmises par les promesses. Donc on le voit ici, notre promesse 1 nous renvoie tenue, et notre promesse 2 va nous renvoyer un résultat pour le reject ou pour le resolve. Donc ce qu'on peut très bien faire ici, c'est de lui dire que, hop, on va stocker le retour de cette promesse 1 dans une variable, qu'on va tout de suite loguer, et on va stocker exactement de la même manière le retour de la promesse 2, hop, qu'on va également loguer. On exécute, et on regarde ce qui se passe. On voit le résultat de notre première promesse, et le résultat de notre seconde promesse. Et ce, que ce soit une réussite ou un échec. Pour peu que notre promesse nous retourne bien un résultat. Dans le cas où on n'aurait aucun résultat sur un retour de promesse, le fait de stocker ne changerait absolument rien. On se retrouverait avec un undefined. Ce qui pour notre cas, hop,
nous permettrait de dire que dans tous les cas, on n'a pas de retour de la promesse 1. Par contre, on attend un résultat sur la promesse 2. On y va. On va attendre l'exécution de la promesse 1, puis de la promesse 2, et on va voir notre fameux log. Et pour imager un peu mieux, on va revenir à l'exécution de notre P1, on va enlever la constante, on enregistre, on voit que la promesse 1 s'est exécutée et que la promesse 2 s'est exécutée. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, le mot-clé await, nous permet d'attendre la fin de l'exécution de cette promesse pour exécuter la suite de notre code. Tout est imbriqué dans un try-catch, on a tout bon. Donc c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas beaucoup plus à comprendre avec la sync await. Globalement, si vous avez retenu l'utilisation des promesses et de leur traitement de réussite et d'échec, vous avez simplement à déclarer que vos fonctions soient asynchrones quand vous avez besoin d'attendre un résultat à l'intérieur. Donc on voit qu'on gagne aussi en clarté, hein, plus besoin d'imbriquer quoi que ce soit. Le mot-clé await nous permet de simplifier cette fonction-là. Et le try-catch fait le travail pour nous, puisqu'il va nous permettre de catcher plusieurs types d'erreurs. Voici ce qui conclut notre vidéo sur les async await. J'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair. C'est une vidéo qui se veut résolument courte. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et à partager cette vidéo, ça aide énormément la chaîne. Le pouce bleu si vous avez aimé. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. On a un état, donc le state, et dedans on a des actions, et je récupère uniquement les actions. Vous avez la possibilité de récupérer les getters, de récupérer des mutations aussi également, ce que je vous déconseille de faire, mais vous avez la possibilité de le faire. Voilà, donc là, chose importante à retenir, si vous avez compris ça, vous avez compris l'essence même de UX en fait. Vous voyez déjà que c'est beaucoup plus simple de le faire. Ce qu'on voudrait aussi, ce serait par exemple, alors là on accède à cette méthode dans ce composant. Ce qu'on voudrait, ce serait de pouvoir l'afficher.